Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois pour notre nouveau rendez-vous mensuel. L'année dernière, j'ai eu pour objectif de vous faire partager la méthodologie de mon cabinet. Cette année, le focus de nos émissions est différent. J'ai décidé de faire appel à des professionnels reconnus de divers secteurs qui vont vous faire donner des conseils et leurs astuces pour que vous viviez ces périodes de transition avec le maximum d'atouts dans votre jeu. Mon invité d'aujourd'hui est Agnès Bricard. Agnès Bricard dirige le cabinet d'expertise comptable Bricard, Lacroix et Associés, qu'elle a créé en 1983. Elle a été la première femme présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en 2011 et a été nommée personnalité qualifiée au Conseil de normalisation des comptes publics depuis 2009. Elle a également créé en 2006 l'assurance santé économique entreprise pour prendre en charge les honoraires des experts en temps de crise. Elle est colonelle de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Elle est en charge des relations extérieures à l'Union des femmes décorées de la Légion d'honneur. Et enfin, elle est membre du conseil d'administration de l'Association pour la création d'entreprises. Le sujet de l'émission aujourd'hui sera « La création d'entreprise peut-elle représenter une alternative au salariat ?» Agnès Bricard, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à cette interview aujourd'hui. Le but de notre émission, pour nos auditeurs en tout cas, est de démystifier la création d'entreprise aujourd'hui en France. Donc nous allons prendre ensemble une demi-heure pour essayer de comprendre ce secteur, fournir des pistes de réflexion à nos auditeurs et leur donner peut-être l'envie ou non de se lancer avec le minimum de risques. Ma première question concerne probablement des statistiques globales. On parle énormément en France de création d'entreprises depuis l'année 2007 où on a institué tout un tas de mesures fiscales qui avaient été prises en faveur des entrepreneurs et des start-up. Alors, qu'en est-il après 5 années de crise de cet engouement ? Est-ce que c'est quelque chose, un mouvement à long terme, ou est-ce que c'est un feu de paille ? Alors bien sûr, c'est un mouvement à long terme puisque je rappelle que l'agence pour la création d'entreprises, qui s'appelle l'APCE, a fait en sorte de prendre un tournant qui s'appelle d'avoir créé un statut d'auto-entrepreneur. En effet, il y avait des vrais risques d'aller directement sur la création d'entreprises et donc un ministre qui s'appelle Hervé Novelli a bien compris qu'il était temps aussi de démontrer que c'était simple. Et il a fait très vite, en 2009, avec le statut d'auto-entrepreneur, en disant, tout simplement, vous rentrez en ligne votre demande et vous avez ni comptabilité, donc vous voyez ce que ça veut dire pour un expert comptable qui a été présidente, ni comptabilité, ni TVA. Et on a vu, du coup, là où il y avait par an à peu près 250 000 à 280 000 créations d'entreprises, on voit apparaître aujourd'hui plus de 550 000 créateurs d'entreprises chaque année. Et c'est important de dire que c'est réellement ce statut d'auto-entrepreneur qui a bien sûr changé les statistiques, fait en sorte qu'on soit aujourd'hui devant les Anglais en création d'entreprise, là où on était derrière à l'époque, et puis surtout d'avoir donné envie à des seniors, mais aussi, n'oublions pas, aux étudiants, mais également aussi à ceux qui, par rapport à cette transition que vous disiez professionnelle, il y a un moment, on peut aussi se poser la question de dire pourquoi j'ai pas aussi ce statut d'auto-entrepreneur en étant salarié. Donc toutes les catégories sont concernées par ce statut. Et ce statut, il a un avantage, c'est que je mets le payer à l'étrier, en ligne, comme j'ai dit, une inscription. Puis ensuite, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de TVA, il y a juste chaque mois, mais en fait ça se fait tous les trimestres, à payer les charges sociales qui sont directement une retenue qu'on fait, qui peut être de en général 23%,
Et c'est directement quand vous avez perçu, évidemment, votre chiffre d'affaires, comme on l'appelle, ou tout du moins vos ressources. Il faut évidemment ouvrir un compte bancaire, parce que c'est toujours mieux de séparer, évidemment, pour son activité d'auto-entrepreneur, un compte bancaire que j'appelle professionnel d'auto-entrepreneur, par rapport, évidemment, à son statut qu'on appelle tout simplement un particulier. Donc, c'est vrai qu'il faut un compte bancaire. Le reste, il y a une assurance, parce que c'est le minimum qu'il faut prendre. On peut être chez soi, donc il n'y a aucune difficulté. Puis très vite, on s'aperçoit que comme il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de déduction de charge. Donc il faut savoir que justement, quand il n'y a pas de déduction de charge et que veut embaucher, eh ben là, à ce moment-là, on se pose la question, quel statut dois-je prendre ? Et généralement, on voit arriver auprès des experts comptables ces auto-entrepreneurs, mais on sait qu'il y a d'autres structures qui reçoivent les auto-entrepreneurs. Il faut savoir qu'il y a l'Union des auto-entrepreneurs, il y a la Fédération des auto-entrepreneurs qui reçoivent, et c'est important de savoir qu'on peut évidemment aller les voir et proposer d'autres statuts. Mais il y a également les chambres de commerce, il y a également les chambres de métiers, il y a les boutiques de gestion, il y a tout un ensemble de structures qui accueillent les auto-entrepreneurs pour réfléchir justement sur à quel moment on change de statut. Donc, une facilité à l'entrée, avec tout simplement aujourd'hui, on peut le constater, des simplifications réelles et sérieuses. Puis ensuite, on peut changer de statut. Alors on peut se mettre en EURL parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut, par exemple sur des salariés, déduire les charges. On peut déduire des loyers. On peut déduire un certain nombre d'éléments qu'on peut pas dans le statut d'auto-entrepreneur, qui était le propre de l'auto-entrepreneur. Donc oui, la création est facile. Oui, au niveau de cette agence pour la création d'entreprise, la PCE, sur le site internet qui est le plus visité aujourd'hui, on a tous les éléments de ce statut-là, mais aussi on a les autres éléments. Donc dès lors qu'on a besoin de salariés, il ne faut pas prendre le statut d'auto-entrepreneur parce qu'on ne peut pas déduire évidemment les salaires. On constate également sur ces 550 000 créations d'entreprises qu'il y a moins de 30% de femmes qui sont inscrites dans la création. Et donc aujourd'hui, tout le travail, au niveau notamment des pouvoirs publics, mais comme au niveau du site de la PCE, il a été créé une catégorie, on va dire une rubrique, qui s'appelle « Elles entreprennent ». Et donc les femmes vont trouver les spécificités, s'il y en a, parce que je dis toujours, dans la création d'entreprise, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à un sexe? Non. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un accompagnement. Et dès lors qu'on va sur Elles entreprennent, on trouve tous les réseaux de femmes qui peuvent nous accompagner dans ce que j'appelle le côté coach ou mentoring. Et ils sont nombreux, ces réseaux, parce qu'il y a aussi bien, je prends Action Elle, que d'autres que je cite pas, mais que vous trouverez sur le site, comme la CGPME qui a fait aussi son réseau. Donc il y a tous ces accompagnements qui sont précisés dans Elles entreprennent sur le site de la PCE, mais il y a également en allant voir un expert comptable, bien sûr, comme en allant voir un avocat, comme en allant voir des chambres de commerce. Donc je veux dire, il y a tout ce qu'il faut pour qu'aussi les femmes s'intègrent totalement dans cette prise de risque, parce qu'il y a une prise de risque. Et donc on a beaucoup travaillé par rapport à cette création à l'idée du rebond. Parce que aux États-Unis, c'est assez classique, on tombe, on est meilleur après, parce qu'on en tire les enseignements. Bien sûr. Donc on fait des expériences. On fait des expériences. Et à chaque fois qu'on a vu grandir des entreprises, c'est souvent parce que la première fois, le créateur ou la créatrice ont eu à connaître d'un échec. S'était trompé, n'a pas refait la même bêtise. Exactement. Et en tire des enseignements, et notamment, par exemple, mettre en place des tableaux de bord mensuels. Parce que ça permet tout de suite de connaître sa marge. Et est-ce que sa marge permet de couvrir ses frais fixes? C'est tout simple. Mais c'est vrai que si chaque mois on le fait pas, on peut déraper. Bien sûr, du coup, par rapport à ce rebond, on a beaucoup œuvré, on a été un certain nombre, et je peux vous dire, auprès de la Banque de France, et c'est Fleur Pellerin, notre ministre, qui à l'époque a dit « J'arrête la cotation », qui à une époque en Banque de France disait que quand on chutait, donc un dépôt de bilan, on avait une cotation 0,40 qui ne permettait plus de rentrer dans les banques parce que les banques disaient non, vous avez déjà eu un échec. Vous avez eu un échec, donc vous allez en faire un autre. Donc du coup, à la limite, on vous ouvre même pas de compte en banque, ou si on vous en ouvre un, on vous donne rien comme financement. Donc pas de financement pour démarrer, c'est pas possible. Donc c'est vrai que là-dessus, on a beaucoup œuvré pour que, et ça c'est le ministre qui a décidé, définitivement supprimer le 0,40 pour permettre de faire le rebond. Mais donc pour revenir... Vous êtes en train de me dire que les mentalités sont en train de changer. Totalement. En France, il y a maintenant des entrepreneurs, c'est une lame de fond, les gens y vont, quel que soit leur statut, qu'ils soient en transition de carrière, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient à la retraite. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, c'est ça que j'entends. Exactement. Et il faut savoir que pour les étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation ont créé un réseau Pépite, puisqu'ils ont enfin ouvert un statut d'étudiant créateur. Et je crois beaucoup, justement, dans cette catégorie, cette population, parce que je crois à la start-up.
Et qui mieux qu'un jeune dit je vais sur la start-up. Mais qui mieux qu'un jeune peut tomber aussi. Et donc le rebond est essentiel. Et savoir que l'on peut repartir encore mieux demain qu'hier, c'est aussi important parce qu'on n'est pas là pour aussi avoir des cadavres sur le terrain. Bien sûr. Quand vous dites qu'on accepte le rebond maintenant, donc on accepte la faillite, sur les évolutions, les statistiques de création des entreprises depuis 5 ou 6 ans, par exemple, combien survivent, combien font faillite et au bout de combien de temps on peut savoir si une entreprise est réellement fiable ou a des chances d'être fiable? Alors, par rapport aux 550 000 créateurs par an, il faut savoir qu'il y a environ 60 000 dépôts de bilan. C'est très peu. Donc, on voit qu'on se stabilise depuis une dizaine d'années. Alors, parfois, on monte à 65 000, après on descend, mais on est à peu près dans ces 60 000 dépôts de bilan. Avant, c'était plutôt les petits qui avaient ce problème-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus, depuis 3-4 ans, depuis 2009 où il y a eu cette crise, on a des grosses entreprises. Mais celles-ci, elles sont suivies en général, enfin je le souhaite et j'espère, par justement par des experts comptables et d'autres experts de crise. Ce qui pose plus le problème, c'est les tout petits. Alors déjà pour ceux qui sont petits, il faut savoir qu'il y a des réseaux d'accompagnement très lourds qui octroient aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui depuis quelques années, des prêts d'honneur à la création et qui les accompagnent. Alors on a par exemple, il faut les citer, Initiative France, dont le président est Louis Schweitzer, et puis on a France Active, dont le président justement est Christian Sauter. Ce sont 2 grands réseaux d'accompagnement qui octroient des prêts d'honneur assez importants, qui peuvent aller de 10 000 jusqu'à 30 000 euros. Mais surtout, on accompagne. Donc ce qui veut dire que le chef d'entreprise n'est pas tout seul. Et puis ensuite, au moment où on passe, c'est ce que la question justement, les 2 ans, puisqu'on va parler aussi de ces deux ans en fait. Voilà, ces 2 premières années, ils octroient aussi maintenant des prêts de développement de croissance. Et ça, c'est nouveau, puisque aujourd'hui, il faut savoir que c'est la Caisse des dépôts, le grand groupe de la Caisse des dépôts et consignations, qui octroie ces lignes, que ce soit des prêts d'honneur ou des garanties. Parce que France Active, de plus en plus, apporte sa garantie par rapport à des banquiers qui souhaitent avoir la garantie personnelle. Et chaque fois qu'on donne sa garantie personnelle, lors d'un dépôt de bilan, on perd tout son patrimoine. C'est effectivement le risque majeur et c'est ce qui fait reculer beaucoup de gens. Et donc, du coup, aller chez France Active pour des garanties, surtout dans la partie économie sociale, solidaire, c'est essentiel de savoir que c'est vraiment chez France Active. Et de l'autre côté, il y a Initiative France qui prend en compte aussi bien des prêts d'honneur que des prêts de croissance. Donc, il faut connaître, et donc il y a un guide du routard de la création d'entreprise qui est très bien fait, qui est le guide du routard, mais il faut savoir que c'est Hachette, mais peu importe, c'est quand même le guide du routard Philippe Gohagen. Et donc, ce guide du routard de la création a été distribué gratuitement au Salon des entrepreneurs. Il y a à peu près 3 semaines. Où il y a quand même plus de 70 000 visiteurs et tous les ministres viennent d'ailleurs. Et du coup, ce guide du routard, on peut aussi le télécharger en ligne chez Hachette. Mais on peut le trouver maintenant sur tous les points H d'Hachette, dans les gares et autres. Et là, on trouve, c'est une mine d'or. Donc, en plus du site de la PCE, qui lui est gratuit déjà. Qui lui est gratuit. Le guide du routard aussi, s'il est téléchargé, il est gratuit. Sinon, on le paye. Moi, je crois que c'est moins de 10 euros. Enfin, quelque chose qui est pas très, très cher. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les 2 premières années, c'est vrai qu'il faut démarrer pour être tranquille avec des prêts d'honneur. Ou alors aujourd'hui, comme il y a eu la disparition du fameux prêt à la création d'entreprise que distribuait à l'époque Oseo devenu BPI France, oui. Il disparaît le 1er avril 2015 et du coup, en plus des prêts d'honneur, les banques vont faire aussi des prêts création. Et BPI France apporte, parce que BPI France est là, tout aussi essentiel, apporte une délégation de caution directe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de remonter un dossier, c'est directement accordé à la banque. Et cette délégation, elle va quand même jusqu'à 200 000 euros, c'est énorme. Mais pour 70% du projet. Donc 200 000 c'est le plafond, mais c'est 70% du prêt. Donc ça c'est essentiel de le dire, qu'on démarre avec des prêts d'honneur ou des prêts à la création qui seront distribués maintenant par les banquiers et une garantie délégation directe par BPI France. Donc, et pour aller plus loin, il y a tous les concours créateurs. Il y a de très jolis concours, et on trouve ça dans le guide du routard, toutes les adresses, qui permettent aussi de compléter de 5 000, 10 000. Et pour les jeunes, c'est quelque chose qui est amusant. C'est un jeu comme un jeu vidéo. Donc finalement, on voit de plus en plus de jeunes. On gagne des points, on gagne de l'argent et on peut investir. On gagne de l'argent. Et ne pas oublier tous ces prêts qui sont accordés par les régions, les départements et même des mairies. Et donc, il y a aujourd'hui un moteur de recherche qui permet du coup, qui s'appelle Aide publique. Directement en tapant Aide publique, vous avez l'ensemble de tous ces prêts accordés par ce qu'on appelle les collectivités territoriales, régions, départements ou mairies.
Et sur ce moteur de recherche, on y met sa région, on y met son secteur d'activité et on y met son besoin. Et on voit apparaître tout ce qui existe. Exemple, quand on est justement dans une position de chômeur, eh bien, on doit savoir qu'on a à la disposition l'ACRE et NACRE. Donc, c'est à connaître. Et ça, je voudrais dire qu'on trouve ça sur aidepublique.fr. Agnès, merci pour tous ces bons tuyaux. Je vous propose maintenant une petite pause musicale avant de continuer sur le profil des créateurs. Words like violence break the silence, coming crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui. La création d'entreprise peut-elle représenter une alternative au salariat ? Agnès, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut dire qu'on a une start-up ou une entreprise réussie ? Est-ce que c'est une question d'idées ? Est-ce que c'est une question de choix des hommes ? Ou est-ce une question de fonds ? Fonds, argent, bien sûr. Bien sûr. Alors, comme toujours, il y a plusieurs faits. D'abord, la première, c'est d'avoir une bonne idée. Ça, c'est clair. Et souvent, c'est bien d'être en équipe. Parce que quand on échange, évidemment, automatiquement, il y a des synergies qui se créent. On peut avoir une bonne idée parce qu'on est à tel endroit dans une entreprise et qu'on connaît bien, par exemple, les fournisseurs, parce qu'en général, c'est aussi intéressant de bien connaître les fournisseurs, et qui savent, ces fournisseurs, détecter des entreprises qui peuvent être reprises. Parce que ce qui les intéresse, c'est quand une entreprise pense à sa retraite, entre guillemets, il se dit j'aurai plus mon chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant, on le dit donc jamais assez, discuter avec les fournisseurs. D'accord. Ça c'est vraiment intéressant. Mais pour dire qu'une entreprise est réussie, c'est bien sûr une idée. Après, on part sur un deuxième point essentiel qu'on oublie à chaque fois, d'ailleurs je l'ai pas entendu, c'est l'étude de marché. Bien si sûr. on ne fait pas d'étude de marché par rapport à sa bonne idée, on peut 4 fois sur 5 tomber genou à terre. Donc il faut cette étude de marché et là on a toutes les chambres de commerce, toutes les chambres de métiers qui se prêtent à ça, plus tous les syndicats ou fédérations professionnelles. Il faut savoir qu'en France on a 1200 secteurs d'activité, donc il y a 1200 fédérations professionnelles ou syndicats, ou chambres syndicales. Et il faut s'y rendre. On peut pas ne pas s'y rendre, parce que c'est très bien d'avoir le produit ou le service, mais il faut un marché, évidemment, c'est une offre et une demande. Et donc ça, c'est le deuxième point pour savoir si c'est réussi. Le troisième point, c'est bien sûr les ressources humaines. Donc il faut faire son CV pour identifier pour celui qui va demain apporter évidemment finalement soit son accompagnement financier, soit un accompagnement logistique, dire voilà pourquoi je me présente au niveau de cette idée, au niveau de ce marché, parce que j'ai ce CV-là. Donc c'est 50% de la valeur d'une entreprise, le CV d'un homme ou d'une femme. Donc Très c'est bon essentiel de le dire. Votre CV a de la valeur, messieurs les éditeurs Voilà. et mesdames. Et ça doit se présenter comme un capital immatériel. Et le banquier y est très sensible. Faut aussi le dire. C'est qu'il a bien conscience, le banquier, que ce qui compte, c'est quand même l'homme ou la femme qui va prendre en main justement ce projet, cette étude de marché, et du coup assurer l'assemblage. Alors si par exemple on veut créer un restaurant et que soi-même on n'a jamais été dans la cuisine,
c'est moins défendable. Mais pour autant, on peut expliquer qu'on a juste à côté de soi le chef cuisinier parfait. Mais sinon, si on n'a pas l'élément que je viens de donner, le banquier en général, il va pas, parce qu'il sait ce qui compte dans un restaurant, c'est le chef cuisinier. Donc dans tous les métiers qu'on va présenter au niveau de son dossier de création, il faut se dire soit c'est son CV, soit c'est expliquer peut-être que c'est sa grand-mère qui, parce qu'on entend souvent les top chefs qui disent ah mais c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est ma sœur. Donc il faut aussi expliquer que peut-être on n'a pas ce profil-là, mais parce qu'on a acquis une expérience, parce que plus jeune on a fait des choses, parce qu'on a fait des rencontres, et donc ça doit évidemment se vendre dans un CV. L'autre point maintenant, le dernier, l'argent. Voilà, ce sont les fonds. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je lance, donc à la fin de l'année ça sortira, le guide du routard du financement des entreprises. C'est-à-dire à 90% ce sont les banques aujourd'hui qui financent, mais on s'aperçoit qu'on a de la partie que j'appelle publique, et notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, les prêts d'honneur. Ce sont des aides publiques, entre guillemets, puisque ça vient du groupe Caisse des dépôts et consignations. Et donc, du coup, là, il faut savoir qu'on doit tout de suite prendre en compte ces prêts d'honneur. Ils sont nombreux et variés. Je n'ai pas cité le réseau Entreprendre de la famille Muliez, comme je l'appelle, mais voilà. Il y a un autre, parce qu'il y a un autre réseau Entreprendre. Il y a Entreprendre en France, puis réseau Entreprendre, c'est pour ça que je signale, là aussi il y a des prêts d'honneur. Donc la partie fonds doit se voir bien sûr avec les banquiers. Toutes les banques donc vont aujourd'hui assurer ces prêts avec la délégation BPI France comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut vraiment démarrer avec les prêts d'honneur parce qu'ils nous accompagnent sur le dossier en construction. Et puis, il faut pas oublier toute la love money, qui est la partie familiale. Parce que tous les 10 ans, on sait qu'on peut faire des donations à hauteur de 30 000 € pour les enfants, petits-enfants. Et que du coup, on peut aller voir la grand-mère, on peut aller voir le grand-père, on peut aller voir ses parents. C'est toujours un peu d'argent qu'on met en plus, qui permet de dire, voilà de quoi je dispose. Et puis, il y a le crowdfunding. Faut pas l'oublier non plus. Qui vient de se mettre en place en France et qui marche très très bien, je crois. Qui marche bien, qui a justement un accompagnement avec des experts comptables. On a une plateforme Landopolis qui est aussi avec les Échos. Et je voudrais vraiment dire qu'aujourd'hui, il faut s'y mettre. Parce que d'abord, ça permet de tester son produit. Attention, une fois qu'on teste son produit sur crowdfunding et qu'on voit justement ce qui rentre, devient public. Ça devient public, il n'y a plus de confidentialité. Alors quand on a une très belle idée, en plus innovante, faut pas se mettre sur crowdfunding. À ce moment-là, il faut aller à la FIC, donc qui est l'association française des investisseurs justement propre à faire des tours de table. Et là, il faut aller rencontrer des investisseurs justement dans la plus grande confidentialité de capital risque, bien sûr, et faire ça dans la plus grande confidentialité. Donc il y a plusieurs, comme vous voyez, possibilités. J'en oublie sûrement parce que Pôle emploi, et je pense à Acre et à Nacre, propose aussi des choses parce qu'on n'a pas besoin tous d'être des originaux, d'être des inventeurs, d'être des créatifs. Donc il y a aussi des choses que propose maintenant, il y a des prêts Nacre qui sont proposés pour les femmes, pour les jeunes, et donc il faut les connaître. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire un beau tour de table. Donc ça veut dire que je pars d'une idée. Il faut prendre le temps, il faut regarder. Et alors je pars d'une idée, je vais à mon étude de marché, je me valorise moi, parlez-moi de moi, ça c'est important. Et c'est toujours très agréable. C'est mon capital immatériel. Et puis il y a les fonds financiers. Et très vite on s'aperçoit, cette partie-là, c'est quand même plus de 50% de la valeur de mon dossier que je vais présenter. Donc faites-vous accompagner par tous ces réseaux qui existent. Puis ensuite, il faut quand même se dire que les capitaux propres, ce qu'on appelle les capitaux apportés par soi, sont essentiels et que les prêts d'honneur rentrent dans les capitaux propres, il faut le savoir, puisque c'est prêté au créateur et non pas à l'entreprise. Vous parliez du CV et de la valeur du CV d'une personne ou de sa biographie. Est-ce qu'il y a un profil type de créateur d'entreprise et quelles sont les qualités qu'il faut absolument avoir avant de se lancer dans ce type d'entreprise ? Dans les CV types, je dirais qu'aujourd'hui, c'est toute population aujourd'hui qui prétend à la création, parce que le Salon des entrepreneurs a beaucoup apporté, parce que le guide du routard de la création a beaucoup apporté, parce que le statut étudiant créateur a beaucoup apporté, parce que le cumul emploi-retraite pour les seniors a beaucoup apporté. Donc je veux dire toutes les populations. Et en plus, quand on est en out placement pour des salariés ou qu'il y a des vrais plans sociaux, les employeurs, par rapport à Pôle emploi, proposent aussi justement une réinsertion dans ce monde de la création. Donc je veux dire que tout le monde est concerné, on sent qu'il y a un tissu économique fort là-dessus sur la création. Donc il n'y a pas de CV autre que de dire il faut une passion, il faut partir d'une passion. Il faut de la santé. Et puis alors il faut parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail, je crois. Et puis il faut un peu une petite folie. Et puis il faut avoir envie de gagner de l'argent, ça c'est vrai. Et
En plus, ce qui me plaît aujourd'hui, je voudrais dire dans les CV, c'est comme on est parti sur un statut d'entreprise sociale et solidaire, eh bien on peut y apporter en plus une solidarité qui permet aux jeunes de se dire il n'y a pas que l'argent finalement, parce qu'on est tellement tous restés en disant la création c'est centre de profit, qu'on a oublié de regarder à côté toute cette partie essentielle de solidarité. Et le statut de l'entreprise sociale et solidaire, il y a bien une loi, il n'y a pas encore le décret, ça va pas tarder, je le dis pour tous les auditeurs, mais c'est essentiel pour les jeunes aussi, je me rends compte de plus en plus, et c'est pour ça que ça a été bien vu ce statut-là, c'est aussi à 50% d'apporter ce que j'appelle une partie de management plus participatif, plus solidaire, et pas nécessairement qu'est-ce que je vais gagner. Donc on aura dans ces profils de tout. Maintenant, vous m'avez posé une deuxième question qui est de dire... la deuxième question, c'est de dire en dehors du CV et le profil. Quelle qualité et quels sont les... Est-ce qu'il y a un degré d'appétence au risque ou ce type de choses? Alors, le degré d'appétence au risque, je crois que la vraie passion de la vie, c'est de la vivre. Et si en plus, on peut créer ce que j'appelle sa passion, je crois que c'est ça. C'est vraiment de se dire qu'il y a une envie, un appétit, comme vous disiez, d'accrocher des choses sur lesquelles on est complètement perméable et sur lesquelles on peut y apporter sa marque. Et donc, c'est important de mettre son empreinte ou sa marque, comme je dis, et donc ensuite de raconter une histoire, parce qu'une marque, c'est aussi raconter une histoire, et puis ensuite de construire avec des équipes. Et ça, attention, comme je dis toujours, la fonction fait l'homme et la femme, bien sûr, je le dis. Et du coup, la fonction de créateur, ça nous fait du coup grandir, mais ça nous fait aussi espérer. Et puis ça nous permet aussi de construire ce que j'appellerais sur du mérite, quelque chose qui finalement nous-mêmes nous allons faire, et pas attendre qu'il y ait un chef supérieur qui commence à déceler chez nous peut-être des compétences. C'est à nous du coup ou pas. De les vendre. C'est à nous de prendre notre avenir. Et ça, en main. c'est essentiel. J'ai une dernière question à vous poser étant donné votre parcours. Qu'en est-il des professions libérales en France sur ce type de création d'entreprise et quels conseils vous pourriez leur donner? Alors les professions libérales, on va dire qu'on est quand même plus de 700 000 et plus, j'imagine, en France, dont principalement dans les 700 000, plus de 550 000, je crois, professions médicales, paramédicales. Et je m'aperçois, j'ai rencontré au Congrès des médecins là récemment des femmes extraordinaires et des hommes, et tout le monde part sur la création. Quoi. Il faut savoir bien sûr qu'il y a un statut salarial pour les médecins, mais pour ainsi dire, tout le monde part bien sur la création et avec des idées de réseau. Donc on a bien l'idée aujourd'hui de dire, au moins sur une association de moyens, on fait des choses. Les gens fonctionnent en écosystème, c'est ce que je vois de plus en plus. Voilà. Et je trouve ça très intelligent, justement, au niveau de ces réseaux qui se présentent, donc d'une logistique qu'on leur apporte, qui est beaucoup sur le savoir-faire, sur la façon aussi de prospecter des clients, de la façon de les recouvrer, d'apprendre à parler d'argent, parce qu'il faut aussi apprendre à parler d'argent. C'est difficile en France encore, ça. Et donc, je vois que sur les professions libérales, que ça soit les experts comptables, que ce soit les avocats, que ça soit les professions, comme je dis, médicales, les architectes, les géomètres experts, toutes ces professions-là vont assez naturellement, parce que quand on va sur ces diplômes, qui sont quand même des diplômes pointus, et qu'on s'inscrit à des ordres, eh bien, on s'aperçoit que naturellement, on y va. Pourtant, chez les experts comptables, je m'aperçois qu'il y en a 1 sur 2 qui ont le diplôme, et qui ne vont pas à la création, qui rentrent dans les entreprises, parce qu'il y a un problème, comme je dis, de gestion de carrière. C'est plus facile de rentrer dans une grande entreprise avec un très beau diplôme comme expert comptable. Et de laisser l'entreprise gérer votre carrière. Voilà. Et du coup, d'avoir du temps pour sa vie familiale. Donc c'est là où il faut trouver toujours ce bon équilibre. La question se pose pour mes clients très souvent aux alentours de 45, 50, 55 ans. Alors, ce qu'il faut proposer, et sur lequel je suis très sensible, c'est de proposer qu'une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, qu'on a élevé ses enfants, c'est de revenir très vite par des passerelles sur le monde libéral. Et ça, il faut qu'on y travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de créer ces passerelles pour revenir du monde salarial au monde libéral, parce qu'à 45 ans, 50 ans, c'est agréable de reprendre un cabinet. Voilà un très beau projet. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.